publique, on appelle le 17, mais je mets au défi de tracer la frontière entre le 18, le 15 et le 112 lorsque vous lisez cette infographie. Et on nous dit, mais c'est pas grave, parce que finalement, tout égale tout, et puis si on appelle le 18, eh ben, on aura le 15, et si on appelle le 15, on aura le 18. Mais non, tout n'égale pas tout, parce que vous perdez beaucoup de temps, vous perdez beaucoup d'informations, et je ne vais pas développer sur ces points-là, mais l'actualité, hélas, nous a montré que ces transferts d'appels d'un numéro à l'autre, d'une plateforme à l'autre, constituent des pertes de temps, des pertes d'informations et parfois des pertes de chance. Répondre sans aucun délai au 112 signifie qu'on a une autre file d'attente pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'accès aux soins, ce qu'on a pu appeler la permanence des soins, mais on parle aujourd'hui d'accès aux soins. Et ce numéro de l'accès aux soins est aussi un numéro européen, c'est un numéro d'assistance, c'est le 116-117. Il devait, en 2017, être déployé partout en France. Il ne l'a pas été partout, il l'est dans certaines régions. Et aujourd'hui, lorsque nous disons « mettons-nous ensemble pour répondre au 112 », nous disons également « utilisons le 116-117, développons-le avec notamment les médecins généralistes libéraux, de façon à ce qu'on ne mette pas, là encore, la même file d'attente pour l'accès aux soins, qui est un problème de santé majeur, et l'urgence immédiate. Voilà pourquoi nous sommes les promoteurs du 112 et nous pensons que le 112 est un outil d'efficacité, n'est pas un outil corporatiste, mais un outil qui nous permet effectivement et réellement de fonctionner de manière interservice. Troisième et dernier point, renforcer le service de santé et de secours médical chez les sapeurs-pompiers. Évidemment, c'est un médecin qui vous en parle et qui va, en quelques mots, vous dire pourquoi il faut le renforcer. Tout le monde aujourd'hui est convaincu qu'il est utile, sinon indispensable, dans un service d'incendie et de secours, de disposer d'une composante de santé. Mais aujourd'hui, ces services de santé, si chacun pratiquement s'accorde sur leur intérêt, sont sous-dimensionnés et sont parfois en grande souffrance. Quelques chiffres très rapidement. 10 000 sapeurs-pompiers environ constituent les services de santé et de secours médicaux. C'est environ 5% de l'effectif total. En revanche, c'est 1,5% des sapeurs-pompiers professionnels. 1,5% des sapeurs-pompiers professionnels relèvent du service de santé et de secours médical, et 6% des effectifs du service de santé sont des sapeurs-pompiers professionnels. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous constituons environ, le service de santé, 5% des effectifs, mais très peu professionnalisés, et dès lors, très peu, et je pense trop peu, encadrés. L'encadrement ne relève pas uniquement des professionnels, il relève aussi des sapeurs-pompiers volontaires, mais on ne peut pas faire fonctionner avec une continuité de service, avec une garantie de service, notamment pour des tâches fonctionnelles et pour des tâches support, avec pratiquement l'essentiel des effectifs volontaires. On l'a vu notamment dans des situations de crise. Si dans les situations de crise, on a une grande mobilisation de nos sapeurs-pompiers volontaires, lorsque la crise s'étend un petit peu, on a des difficultés d'effectifs assez souvent et cette sous-professionnalisation doit être corrigée. Aujourd'hui, il existe également un problème d'attractivité, notamment lorsqu'il s'agit de recruter des médecins. Il y a de nombreux départements aujourd'hui en France où les services d'incendie et de secours ne parviennent pas à recruter un médecin professionnel et notamment un médecin-chef. C'est une vraie difficulté auxquelles sont confrontés plusieurs directeurs départementaux de services d'incendie et de secours et plusieurs corps de sapeurs-pompiers. Et ça pose deux questions. Premièrement, la question du vivier. La question du vivier, elle existe également pour les emplois supérieurs de direction, mais elle existe chez les médecins, c'est-à-dire quand vous avez très peu de médecins professionnels, moins de 300, vous avez très peu de personnes susceptibles de tenir la fonction de médecin-chef et une question d'attractivité. Je finis avec une question de positionnement. Aujourd'hui, compte tenu des enjeux qu'ils supportent, le service de santé et leur médecin-chef, je parle des services au pluriel, doivent bénéficier d'un positionnement, d'une visibilité qu'ils n'ont pas toujours aujourd'hui. Je pense qu'ils doivent avoir une gestion qui se rapproche de celle des directeurs et des directeurs adjoints, en tout cas dans une partie de management un peu plus centralisée de la ressource humaine, qui est très faible, qui mérite d'être renforcée d'une part et peut-être dynamisée.
Peut-être qu'il faut un petit peu plus favoriser les parcours qualifiants, peut-être qu'il faut un peu plus favoriser cette mobilité. Et tout cela, et j'achève ainsi, tout cela est une condition de souveraineté opérationnelle lorsque 80% de nos missions à nous tous, 250 000 sapeurs-pompiers, lorsque 80% de nos missions font ressortir des enjeux de santé. Un service de santé fort, c'est un service de santé au profit des sapeurs-pompiers, c'est aussi un service de santé au profit du traitement de l'alerte, de la conduite des opérations, des approvisionnements, du soutien santé des sapeurs-pompiers. Un sapeur-pompier soutenu par un service de santé efficace, un sapeur-pompier épaulé par des professionnels de santé, quel que soit leur statut sur l'intervention, c'est un sapeur-pompier fort. Et d'une manière générale, un service de santé fort, ce seront des sapeurs-pompiers et des services d'incendie et de secours qui seront forts et qui seront armés face aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Merci Patrick. Là aussi, encore du travail et un vaste chantier. Et là aussi, espérons que 2020 ne soit pas une année blanche. Écoutez, là, dans ce rapport moral, la partie politique, les 4 grands sujets que nous voulions vous proposer. Maintenant, je vais vous parler de l'accompagnement et de l'animation de notre réseau. Écoutez, tout d'abord, quelque chose qui, vous le savez, me tient à cœur. Mais aujourd'hui, on peut annoncer que notre fédération a 283 000 adhérents. Alors, c'est 1700 de plus que l'année dernière. Et puis, pour une petite difficulté technique, il nous manque encore l'enregistrement de nos collègues de Mayotte. Donc, écoutez, sans être plus optimiste que ça, mais en connaissant les chiffres de Mayotte l'année dernière, je crois, Président, que nous aurons 2000 adhérents de plus à la fin de cette année. C'est pas que le seul travail du secrétaire général, même s'il subit les pressions insoutenables de son président pour réaliser les chiffres, c'est surtout grâce à vous, mes chers collègues PUD, et à vos équipes, que cela est possible, parce que c'est vous qui faites le job sur le terrain. Écoutez, je pense que vous avez le droit de vous applaudir. Philippe, je tenais à te féliciter, mais surtout à féliciter les présidents d'amicales, les trésoriers dans nos amicales, les présidents d'union départementale, pour le travail qu'ils font d'animation du réseau et faire en sorte que notre fédération soit forte, continue d'être forte, continue de s'accroître. Parce que vous connaissez ce que je dis tout le temps, ensemble on est plus fort. Et tout ce qui vient d'être dit, tous ces dossiers qui sont défendus, c'est de l'action du quotidien. Alors bien entendu, dans les territoires, parfois on ne le voit pas. Parfois, on est impatient, notamment les sapeurs-pompiers. Vous savez, lorsqu'on nous appelle, nous, on répond rapidement. Et parfois, on a du mal à comprendre que lorsqu'on interpelle, on nous réponde dans le temps. Donc, soyez convaincus les uns et les autres que nous faisons nos efforts tous les jours pour nos 283 000 adhérents. Et comme tu me regardais, je pense que l'assistance a nécessité de comprendre pourquoi tu me regardais. Parce qu'en fait, lorsque nous avons pris le mandat ensemble, chaque fois, dans ce moment-là, il joue son poste parce que si jamais il n'accroît pas le nombre d'adhérents, il n'est plus avec nous. Donc Philippe, c'est bon, ce soir tu pourras rester avec nous. Merci à toi. C'est un challenge, mais qui vaut le coup d'être réactivé d'année en année, Président. Voilà, donc ça c'était la bonne nouvelle du jour. Maintenant, des choses qui vont un petit peu moins bien, pour être très honnête avec vous, et je vais vous parler de la gestion de nos adhérents. Sur le constat, nous savons que notre gestion des adhésions peut s'améliorer, tant sur sa sécurisation que sur sa gestion. Nous avions prévu de vous proposer un nouveau logiciel de gestion. Rappelez-vous, je vous en parlais l'année dernière à Vannes, en remplacement de Pégase. C'est Pégase, notre cheval. Elle est issue de la mythologie grecque, qui en ce moment ressemble plus à un mulet. Il faudrait les... Malheureusement, alors là, c'est pas une excuse, Président, parce que tu disais tout à l'heure que quand on ne voulait pas faire grand-chose, le Covid était un bon prétexte. Là, je t'assure que quand même, l'épisode de Covid
Covid de ce printemps nous a très très fortement impacté dans notre projet. Et puis, Yves l'a évoqué à l'Assemblée de l'ODP, il vous a relaté la nouvelle construction de la maison des sapeurs-pompiers, et nos mouvements RH ne nous ont pas facilité la vie, il fallait que tout ça se mette en place. Bon, en tout cas, maintenant, on a déjà une équipe pour travailler. Donc tout ça fait que ça n'a pas été possible. De plus, on a fait le constat que notre site internet était lui aussi en bout de course. Et de plus, il est indispensable pour une fédération comme la nôtre d'avoir un fichier complet. Écoutez, de toutes ces difficultés, on veut en faire une opportunité. Ce constat qui nous contrarie tous, nous allons, comme je viens de vous le dire, en faire une réelle opportunité. Il nous apparaît indispensable de revoir complètement notre environnement digital. Nous avons voulu bâtir un programme à la fois ambitieux et réaliste. Nous allons développer des fonctionnalités qui, demain, faciliteront la vie des unions et apporteront de la valeur ajoutée à l'adhésion, et ce, à tous les niveaux de notre réseau. En 2022, en tout cas, c'est notre objectif, nous diviserons par 4 le temps de gestion pour vous, les unions départementales. Nous aurons une carte adhérent digitale. Et puis, nous aurons une application qui portera cette carte et tous les services associés. Cette dernière permettant aux adhérents de modifier leurs données personnelles, telles que leur grade ou leur adresse. Nul n'est le besoin que cela transite par le secrétariat de vos unions départementales quand vous en avez un. Le travail pour 2021. Pour arriver à tout cela, il y aura bien sûr le travail de nos services de la Fédération, et je vous le disais là tout à l'heure, on est en ordre de marche de ce côté-là. Un groupe de travail constitué de membres du réseau et d'assistantes de nos unions départementales que j'ai proposé au comité exécutif et à notre président s'est mis en route pour réaliser ces objectifs. En tout cas, notre objectif pour le 1er janvier 2022, c'est que ce nouveau logiciel et toutes les modifications et tout cet environnement digital soient opérationnels pour mon cher Grégory, passer à une fédération 3.0. Voilà, en tout cas, et j'espère que l'année prochaine, à Marseille, puisque c'est à Marseille qu'on sera l'année prochaine, la Covid nous aura quittés, donc on pourra aller retrouver nos congrès normaux, et j'espère qu'on vous présentera tout ça de façon en phase test. Sans transition, quoique il y a un lien qui existe avec nos adhérents. Souvenez-vous, l'année dernière, notre président ouvrait une assemblée générale extraordinaire pour modifier nos statuts, et ceci afin de renforcer la représentation des régions fédérales, y compris celles d'outre-mer. Votre vote, modifiant nos statuts, il a donc fallu adapter notre règlement intérieur. Ceci a été fait et c'était réalisé le 2 juillet par notre conseil d'administration. Les principales mesures qui en découlent. Donc il fallait, parce que ce n'était pas fait auparavant, lister la composition des maintenant 14 régions fédérales, puisqu'on parlait de régions fédérales, mais elles n'étaient pas listées en tant que telles, et les départements qui étaient inclus dans ces régions fédérales n'étaient pas faits. Vous allez me dire que c'est peut-être tout bête, mais ça va mieux en l'écrivant. L'actualisation par le conseil d'administration de la répartition des sièges entre nos unions régionales, et puis surtout retrouver un équilibre, puisque certaines régions fédérales se retrouvent avec des administrateurs supplémentaires, et il a fallu qu'on programme ça sur les 2 prochaines élections, afin qu'une région n'ait pas un seul administrateur à élire une année, et puis en avoir 5, 6, 7, 3 ans après. Donc on a adopté là-dessus une répartition. Tout cela en tenant compte du nombre d'adhérents au 31-12. Donc vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait un lien de cause à effet avec la gestion des adhérents, c'est-à-dire que les chiffres que vous nous avez transmis,
que vous nous avez transmis via Pégase vont servir de base pour les élections à Marseille, ce qui vous donnera le nombre de grands électeurs et ce qui donnera réellement à chaque région fédérale le nombre d'administrateurs dont elle peut prétendre. Donc ces élections, je vous le confirme, auront bien lieu en octobre 2021 sur la base que je viens de vous donner. Tout est donc prêt et je remercie très sincèrement nos services juridiques avec Olivier et Caroline pour leur aide précieuse, que ce soit dans la rédaction des statuts et dans la modification de ce règlement intérieur, puisqu'ils nous ont fait un travail de qualité, un travail précieux, et quand ça passe dans leurs mains, on peut être sûr que c'est bien fait. Merci à eux. Autre sujet qui est valorisant, qui valorise notre réseau, je veux parler aussi des actions de formation. Alors, bien au-delà, d'ailleurs, des seules formations premiers secours, néanmoins, quelques chiffres clés. 99 unions départementales sont agréées pour l'enseignement des premiers secours. 77 unions départementales le sont pour le SST, et puis 23 pour le BNSSA. Et même si la crise sanitaire est venue freiner nos actions, il a fallu composer, notamment avec la réforme du BNSSA, et changer aussi les certificats que nous établissons en cas de réussite du PSC1 et du PSC2. Et puis, il a fallu régler les problématiques d'agréments préfectoraux qu'ont connues certaines de nos unions départementales. Vous le savez tous, ces agréments sont déclinés maintenant au niveau des départements. Chaque union doit en faire la demande en temps et en heure à sa préfecture. Mais là, encore une fois, notre service juridique est là pour vous aider et vous n'êtes pas seul si vous éprouvez des difficultés pour le renouvellement de vos agréments. Je ne passerai pas non plus sous silence le travail de mon ami Claude Vidal, qui, avec son groupe de travail, œuvre notamment sur le suivi de Géform, notre logiciel pour le secourisme. Ce groupe de travail, sous la houlette de Claude, propose des pistes d'amélioration, ainsi que son travail qui est fait sur la certification qualité des organismes de formation, appelés Calliope. Et vous savez que c'est un enjeu majeur pour nos unions qui sont organismes de formation. Et si vous voulez continuer à enseigner le secourisme, il faut bien suivre les recommandations que l'on vous fait de ce côté-là. Là, encore une fois, notre Fédé est complètement mobilisé à vos côtés pour réussir cette certification. Pour preuve, mercredi soir avait lieu le premier webinaire de formation pour nos collègues des unions. Sur le dernier volet de mon intervention, je vous disais, je ne vous l'ai pas dit, mais j'aurais dû vous le dire, mais c'est Christophe qui l'a dit, que 80% de nos ressources sont nos adhésions. Alors vous allez me dire, où sont les 20% restants? Eh bien écoutez, c'est le fruit de nos partenariats, et notamment le travail que réalise au cours de ce mandat notre collègue et amie Véronique Soublet. Renault est toujours là. AG2R, la mondiale, et je salue André Renaudin qui est parmi nous depuis le début de cette journée, est toujours là pour nous soutenir. Et puis, il a une implication forte dans Terroir engagé. Là aussi, c'est un dossier que suit minutieusement Claude Vidal. Et les bonnes nouvelles de ce matin qui me communiquaient, c'est qu'on arrive à 1000 artisans et commerçants déclarés. On n'est pas tout à fait à 1000, Claude, je sais, tu me l'as dit, mais on est à 974. Et puis surtout qu'on voit que l'effet de la crise Covid, là aussi, a eu un impact sur ça, puisque depuis le 1er juin, 200 nouveaux adhérents à Terroir engagé sont venus nous rejoindre. GRDF est là aussi avec notamment, vous avez pu le voir, la publication de notre gazoscope. Et puis cette année, la GMF pour le Covid ou bien la Rousse avec nos mini-guides nous ont aidés. Et je n'oublie pas tous les partenaires que vous voyez à l'écran, je ne les citerai pas tous.
En tout cas, merci pour le travail qui est fait, notamment au niveau de ces partenariats. Ce n'est pas Christophe qui va me démentir, c'est important pour la bonne marche de notre fédération et ses finances, et ça évite à Christophe de nous demander de trop fortes augmentations. En tout cas, merci Véro pour le travail que tu as accompli. Merci aussi à Claude sur ces partenariats. Voilà un petit peu, en résumé, la vie de notre réseau, même si vous doutez bien que si on parle de réseau, je pourrais tenir le micro très très longtemps, mais comme il y a fort à dire dans cette Assemblée générale, je vais m'arrêter là, et c'était vraiment qu'une synthèse que je vous présentais. Allez, sans plus attendre, je vais passer la parole à Florence, qui va nous parler de jeunesse et de citoyenneté. Vas-y, Florence. Merci Philippe. Mes chers collègues, pendant cette période exceptionnelle du Covid, ils n'ont pas failli. On n'a pas failli. Que s'est-il passé pendant le confinement? Nos JSP ont investi les réseaux sociaux. Tout d'abord à l'initiative du 39, du 74, puis dans le 13, dans le 88 et enfin partout en France. On a pu les voir tous les soirs sur les réseaux sociaux, passer des messages de soutien pour les personnels qui étaient en première ligne, pour nos anciens, donner des conseils de prévention, allant jusqu'à se filmer pour montrer des gestes qui sauvent. Bref, nos JSP n'ont pas fait les marmottes pendant ce confinement. Et comme le dit notre président, notre jeunesse est belle. Elle a le sens de la nation unie. Je vous demande de les applaudir. Très vite également, les éditions des Sapeurs-Pompiers de France, en collaboration avec la Commission nationale, a ouvert à tous les JSP gratuitement la plateforme de formation à distance. La continuité pédagogique a pu être assurée. Un guide de reprise des activités a été élaboré, avec également vos bonnes pratiques, comme par exemple dans le 37, chez notre ami Philippe Berthaud, avec sa visière adaptable sur les casques de JSP. Il y a eu de l'engagement, mais il y a eu aussi du travail. Pour valider l'engagement de nos JSP et de nos sapeurs-pompiers volontaires, pas seulement pendant la période de Covid, nous avons demandé à ce qu'ils soient exonérés d'une partie du service national universel. Je vous rappelle, ce SNU qui doit s'imposer à tous les jeunes de 16 ans, avec 3 périodes, 2 obligatoires, 1 facultative. Il nous semblait évident que nos jeunes puissent avoir une équivalence pour être exonérés de la phase de mission d'intérêt général. Nous avons eu une réponse favorable en ce sens de la part de notre DG et nous attendons maintenant les textes. Autre sujet, un guide de protection des agressions à caractère sexuel a été élaboré. Nous nous devions de traiter ce sujet. C'est pour cela également qu'un partenariat a été signé entre la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et l'association Colosse au pied d'argile. Cette association qui œuvre dans le milieu sportif justement pour lutter contre les agressions sexuelles, contre les actes de pédophilie, contre le bizutage. Ils viennent voir les jeunes victimes pour les soutenir, ainsi que leurs familles. Ils font de la prévention auprès des mineurs. Ils forment les encadrants. Alors, servez-vous-en. Faites-les intervenir dans vos unions. Dans un autre domaine, il nous a semblé aussi essentiel de réaliser un recueil des conseils pour l'engagement de JSP dans des missions d'appui et de soutien à la population. Ce recueil a été élaboré suite aux inondations dans l'Aude en 2018. Mais il est plus que d'actualité, puisque déjà, depuis quelques jours, des jeunes sont engagés aussi dans les Alpes-Maritimes. Et dès demain, et pendant toutes les vacances scolaires, d'autres jeunes iront les aider.
nos jeunes à nos côtés pour les défis d'aujourd'hui et de demain. Nous voulons aussi désormais valoriser l'engagement et la fidélisation des animateurs. C'est pour cela que nous avons réalisé un projet d'insignes, des insignes à 3 niveaux. Il ne vous aura pas échappé que seul l'insigne des animateurs n'avait qu'un seul niveau, alors que toutes les autres en avaient 3. Pourquoi? Le projet a été transmis. Nous attendons maintenant l'homologation de la part de notre direction générale. Je vous ai parlé de cette année, mais en fait, c'est d'avenir dont je vous parle. 30 000 JSP, 9 500 animateurs, c'est pas rien, avec des valeurs, de l'engagement, le sens du devoir, du lien. C'est essentiel, c'est notre avenir. Merci. Merci Florence. Je vais lui laisser le temps de nettoyer le petit pupitre. Et puis même si cette année a été compliquée, elle n'a encore pas terminé, Jean-Paul, sur les événements, viens nous dire un petit peu tout le travail que tu as eu à effectuer. Merci Philippe. Je vais enlever ce beau masque qui a la même origine que moi, du même village. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Comme tu l'as dit Philippe, permettez-moi d'évoquer avec vous l'activité liée aux événements, puis ensuite des groupes de travail SRSUAP et des ONG. Ah oui, 2020 est une année très particulière dans les événements avec cette crise sanitaire et forcément ses impacts. Nous devrions être à Marseille pour notre congrès annuel. Nous sommes réunis aujourd'hui ici à Paris pour notre assemblée générale, sans l'appui, Monsieur le Président. Mais l'année prochaine, nous serons tous à Marseille. Et ensuite, nous enchaînerons avec Nancy en 2022 et Toulouse en 2023. Du côté sport, et malgré les efforts de nos collègues en territoire, les épreuves sportives habituelles ont également été reportées. Néanmoins, le 2 février dernier, les collègues des Hautes-Alpes organisaient le championnat national de ski de fond. Merci à eux. Et en fin d'été, avec le report du Tour de France, les sapeurs-pompiers de France étaient présents au sein de la caravane avec pour vedette notre pompier. Par notre force de mobilisation en territoire, nous organiserons en 2021 nos compétitions sportives annulées cette année. Nos collègues alsaciens avaient prévu de nous accueillir à l'occasion des Assises nationales de coopération Secours et Territoire à Célestat. Afin de respecter notre calendrier des événements fédéraux, cette manifestation sera tout simplement reportée. Comme annoncé par le secrétaire général de l'œuvre des pupilles, notre festival à Talence se déroulera du 10 au 13 juin 2021. Côté Téléthon, la mobilisation des sapeurs-pompiers de France a permis de récolter des dons à la hauteur de 1 250 000 € au profit de l'AFM Téléthon, avec une mention toute particulière sur le plateau télévisé pour la chorale de la Haute-Loire. Le groupe de travail renforce son maillage territorial par le passage de 7 à 13 régions. Sur le domaine de l'évolution opérationnelle, et malgré les contraintes de rassemblement, le groupe de travail Intervention d'urgence sur véhicules continue ses travaux, bien évidemment, en visioconférence et avec notamment la nomination d'un membre au poste de directeur international éducation-développement, mais aussi l'accès
pour la France, au niveau le plus élevé dans l'organisation de la WRO. Le 5e challenge SR-SUAP, prévu cette année, aura bien lieu en 2021 dans la Somme, à Amiens, pour ensuite se retrouver dans les Alpes-Maritimes en 2022. Manifestation réalisée avec le soutien de Renault par la mise à disposition de véhicules récents et de dernière technologie. Et le championnat national, prévu aussi en 2020, sera reporté en 2021 à Miami. Les 6 ONG, composées majoritairement de sapeurs-pompiers, ont signé la charte fédérale qui fixe les règlements et les engagements de ces associations. Les réunions du groupe de travail ONG ont pour objectif d'organiser les mutualisations de compétences axées autour du secours, de la formation et du don de matériel. Comme vous l'aurez compris, nous sommes naturellement toujours actifs et motivés. Nous nous retrouverons tous l'année prochaine grâce à cette motivation et surtout par la force de mobilisation en territoire pour l'ensemble de nos manifestations du réseau associatif des sapeurs-pompiers de France. Merci à vous tous. Merci Jean-Paul. Céline, tu viens nous parler d'innovation. Imaginez-vous partir en intervention à bord de votre véhicule volant, tel Frankie Zapata, survolant les bouchons afin d'aller effectuer un sauvetage ou éteindre un incendie. À l'heure où certains grands constructeurs automobiles réalisent leurs premiers tests publics de voitures volantes électriques, nous ne sommes sans doute pas si loin du monde du film Le 5e élément, lorsque la fiction devient réalité. Mais si l'on repose un peu les pieds sur terre et que l'on regarde ce qui se passe au sein de nos SDIS, de nos unions, au sein de nos casernes, ça déborde d'imagination. De nombreuses innovations voient le jour dans le domaine technologique, numérique ou encore en matière de communication. Mais pour ne pas réinventer l'eau chaude, pour être plus efficace encore, nous avons besoin de cohérence, de mise en synergie. Et c'est pour cette raison que la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France a décidé de constituer un groupe de travail spécifiquement porté sur l'innovation. Ce groupe s'est réuni il y a quelques semaines à la Maison des sapeurs-pompiers de France. Ensemble, nous avons parlé d'exosquelettes, d'intelligence artificielle, de robots, de développement durable, de drones. Nous avons également parlé d'organisation, de mode de financement, de la nécessité de nous allier avec l'ensemble des acteurs de la sécurité civile, mais aussi le monde industriel ou encore les universitaires. Et enfin, nous avons tous convenu que l'humain doit rester au cœur de ces innovations. Max, tu nous parlais tout à l'heure du développement du volontariat. Bien sûr, le fait de recruter davantage, de trouver des solutions pour pérenniser nos effectifs, pour les fidéliser, les sapeurs-pompiers volontaires, reste notre préoccupation quotidienne. Mais nous devons nous adapter aux évolutions sociétales, mieux comprendre ce que recherchent nos potentiels candidats lorsqu'ils souhaitent rejoindre nos rangs. Nous devons également innover sur le plan managérial. Certainement nous inspirer de méthodes qui ont fait leurs preuves, comme le coaching, l'accompagnement personnalisé ou encore le co-développement, et les adapter aux contraintes du volontariat. Parallèlement à l'ensemble de ces travaux, nous avons lancé, en partenariat avec Atraxis, avec qui nous sommes partenaires, une association d'officiers de sapeurs-pompiers qui œuvre dans l'intérêt général au profit de la diversité des profils et de l'innovation.
nous avons lancé notre premier concours de l'innovation. Le jury devait se réunir à Marseille, à notre congrès national. Il se tiendra un petit peu plus tard, à l'occasion d'une journée que nous avons décidé d'organiser sur la thématique de l'innovation dans le monde des secours et qui se réunira le 25 novembre prochain à la direction interministérielle de la transformation publique. Je vous donne donc rendez-vous à vos agendas. Ainsi, en matière d'innovation, notre feuille de route est tracée, elle est ambitieuse et elle nécessitera bien sûr que nous avancions par priorité. Je conclurai en citant le philosophe Gaston Berger qui disait « Demain ne sera pas comme hier, il sera nouveau et dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu'à inventer. » Alors ensemble, nous, sapeurs-pompiers, inventons. Une vraie note d'optimisme que tu nous proposes, Céline. En tout cas, ça fait du bien de ces moments un petit peu compliqués. Je vais donner la parole à Christophe, qui va nous parler de relations internationales, puisque vous le savez qu'au-delà des fonctions institutionnelles du comité exécutif, chaque membre est aussi porteur de dossier, et en l'occurrence, Christophe est notre référent pour les relations internationales. À toi, Christophe. Merci Philippe, ça va, la soirée est longue, je vais essayer d'être rapide. Je ne peux pas le faire comme Céline sans note, je ne suis pas aussi fort qu'elle, mais je souhaitais quand même, dans le cadre de cette Assemblée Générale, vous donner quelques informations sur les activités à l'international de notre fédération. Alors pourquoi la fédération et plus largement les pompiers de France sont attachés aux échanges avec nos camarades sapeurs-pompiers des autres pays? Sachez avant tout que c'est une très longue tradition fédérale, une marque de fabrique en fait des pompiers de France. Savez-vous par exemple qu'une conférence internationale des sapeurs-pompiers avait déjà eu lieu à Paris, ici, au Trocadéro, en 1899. Le comité exécutif de la fédération de l'époque, au complet, était présent pour accueillir des pompiers d'Autriche, de Belgique, du Danemark, de Grèce, de Grande-Bretagne, de Hongrie, d'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas et même des USA. Et je ne les cite pas tous parce qu'il y en a toute une liste. L'année suivante, lors d'une exposition universelle, c'était de nouveau tenu une conférence internationale, une seconde, et c'était un certain capitaine Guénet, ce nom vous dit peut-être quelque chose, on en a parlé tout à l'heure, après il est passé commandant, qui l'avait organisé. Il avait invité plus de 1000 pompiers étrangers aussi à Paris. Et lors de ce premier concours international, s'est créé en fait sous l'appellation du Grand Conseil international des sapeurs-pompiers, une association qui existe toujours, qui s'appelle le CTIF, le Comité technique international du feu, où bien sûr la Fédération française est largement représentée. Alors le bilan des derniers mois concernant l'activité internationale, tout simplement en fait nous avons tenu et continué à tisser ces liens avec nos camarades outre-frontières, au-delà de l'Hexagone. C'est vraiment une source d'enrichissement, on y tient. D'une part, nous pouvons être fiers des pompiers de France, car soyez assurés, en fait, notre savoir-faire, notre façon de travailler, notre volontariat, notre lien avec les professionnels est vraiment très apprécié, mais nous avons aussi beaucoup à puiser, à nous enrichir en regardant un petit peu ce que font les autres. Et d'ailleurs, sur ce point, nous avons pas mal de problématiques communes. On a parlé à plusieurs reprises de cette foutue DETT, cette directive européenne sur le temps de travail. Au début, avec Eric Faure, lorsqu'on en parlait à nos collègues étrangers, ils s'en souviennent, on passait un petit peu pour des Martiens. Les Allemands nous disaient « Nein, wir haben keinen Problem ». Et finalement, au fil des années, les pays européens ont dit « Mais si, on commence à être attaqué ». J'ai eu il n'y a pas longtemps un long échange avec nos collègues finlandais, qui, comme nous, en fait, font face à des actions auprès de tribunaux et sont obligés, en fait, de remplacer des pompiers volontaires. Alors eux, ils ont un modèle un petit peu différent, des fois c'est du temps partiel, par des pompiers professionnels, ça leur coûte cher et en plus, ça réduit les capacités d'intervention des corps concernés. Alors, dans ce contexte, on passe à la diapo suivante, nous sommes rendus donc à 2 reprises au Parlement européen, avec Hugues notamment qui suit ce dossier. Et nous avons aussi travaillé donc sur ce fameux projet de nouvelle directive de l'engagement citoyen qui pourrait, qui est, on en est tous convaincus, solutionner ce problème de DETT. Donc l'action continue. Les 12 derniers mois ont été marqués forcément, ça a été dit et redit, par cette foutue crise du Covid. Et
Et forcément, nos relations internationales ont été aussi affectées. On devait se rendre à Hannover dans le cadre de la fameuse conférence Interschutz qui a lieu tous les 5 ans. Ça a été annulé. On avait prévu de tenir un grand stand avec nos camarades allemands. C'est que partie remise. On reportera ça. Toutefois, il y a eu quand même quelques rendez-vous. Alors, une rencontre avec nos homologues allemands, hollandais et autrichiens à Marseille au mois de juillet. Nous avons été aussi présents en juin de la même année, donc au 2e Jeux internationaux des jeunes sapeurs-pompiers qui se sont déroulés à Martigny, une magnifique rencontre. Et je tiens ici à souligner tous ceux qui s'investissent donc pour ces concours internationaux. Une intervention à la même occasion, toujours à Martigny, remarquée du président Lyon devant l'Assemblée générale du CTIF, où nous avons retravaillé ce problème de DTT qui, je vous l'ai dit, concerne quasiment tous les pays européens. Nous avons aussi construit un partenariat avec les pompiers chinois. Ça, c'est nouveau. Et ça s'est traduit par une convention d'échange et de partenariat entre la Fédération française et les pompiers de Chine. Et en présence de l'ambassade de Chine à Pékin, nous avons signé cette convention. C'était en novembre 2019, avant le coronavirus. J'espère que ce n'est pas moi qui ai ramené en revenant de Chine ce foutu virus à l'Hexagone, je ne pense pas. Nous étions aussi présents lors du séminaire du CTIF à Ostrava fin 2009. Et là aussi, la France avait brillé en présentant son savoir-faire, notamment en matière de secours routier. C'est Michel Gentillot, que je remercie, qui nous avait représenté sur la partie technique. Nous avons aussi un pied et une action remarquée au sein de l'association FU, c'est une association européenne des officiers chefs de corps. Donc nous tenons notre rang dans l'ensemble de ces instances internationales. Quels sont nos objectifs à venir pour les années, pour l'année à venir, pour 2021? Dès que la situation sanitaire le permettra, donc on va rattraper le temps perdu. Nous allons inviter à nouveau nos partenaires étrangers à Paris, conforter notre place et être bien présents dans les différentes commissions internationales où nous siégeons. Nous espérons donc être présents à ce fameux rendez-vous reporté, j'espère qu'il aura lieu l'année prochaine à Hannover, cette grande manifestation qui est Interschutz, où nous tiendrons notre stand. Et nous intégrons sans doute aussi les rangs du conseil d'administration du comité exécutif du CTF plutôt. Dès la semaine prochaine, en fait, un comité exécutif virtuel aura lieu et nous présenterons une candidature française. Et on se prépare aussi pour les prochaines Olympiades du CTF qui auront lieu en 2021 en Slovénie, sans doute reportées en 2022. Voilà, je vais conclure. Donc, vous l'avez bien compris, il est essentiel de pouvoir échanger, de comparer nos bonnes pratiques réciproques, mais aussi de nous appuyer mutuellement entre nations dès lors que nous faisons face à des difficultés communes. La comparaison de nos pratiques réciproques nous permet de nous améliorer, de nous enrichir et de progresser mutuellement. Mais surtout, nous tenons, et le président Ayon y est très attaché, à développer cet esprit d'ouverture et d'échange qui caractérise la grande famille des sapeurs-pompiers du monde entier. C'est bien cet esprit d'ouverture et de solidarité qui est notre marque de fabrique que nous nous efforçons de promouvoir avec nos camarades à l'international. Merci pour votre attention. Merci Christophe, encore merci pour ta disponibilité à l'international. Vous savez que les enjeux sont quand même importants. Par contre, elle est un peu troublante ta photo avec nos homologues chinois. Tu te défends bien assez vite. Hein. On verra ça plus tard. Allez, dernier sujet que je vous propose de notre Assemblée générale et non des moindres. Je demanderai à Eric Flores, notre directeur de la communication et des éditions, de venir nous faire le point sur une année qui était riche en décisions à prendre. À toi, Eric. Bonjour à tous. La communication, vous le savez, je vous le dis déjà depuis l'année dernière, c'est une affaire de tous. Une affaire de tous à un tel niveau d'importance que la direction de la communication est devenue cette année la direction de la communication et de l'animation du réseau. L'objectif, c'est quand même de venir à votre contact. Venir à votre contact, vous faire passer les messages dans les unions départementales, vous aider
vous aider à promouvoir la force des secours, notre logo, la force des secours, vous expliquer avec nos moyens et venir à votre soutien, car, comme le disait Max, on n'a pas de campagne nationale, on espère, je conclurai par là, en avoir une, mais si on arrive à une multitude de campagnes locales, départementales, c'est comme ça qu'on marque le terrain. La communication, c'est pas que un nombre de relayeurs sur Facebook, sur Twitter. Certes, c'est important parce que ça veut dire que nos messages sont lus, mais l'objectif de la direction de la communication, c'est pas d'avoir plus de followers. C'est vraiment de faire passer des messages, de faire comprendre, de faire marquer l'image de notre belle fédération, mais également de faire passer nos traditions, nos valeurs. C'est pas que la force des secours, c'est les valeurs de l'œuvre des pupilles, ces valeurs du réseau. Et c'est pour ça qu'il est important de maintenir ce travail avec l'ensemble du réseau. Notre objectif, je vous le dis, cette année, ce sera d'arriver à votre contact, d'aller à votre contact pour décliner l'ensemble de ces démarches. Mais je me dois de vous expliquer ce qui s'est passé sur le magazine. Le magazine, c'est très simple. Vous le voyez jusqu'à présent, depuis les 4 dernières années, lorsque Christophe Marchal parlait des comptes des éditions, on était toujours en déficit et cette année, malheureusement, encore nous le sommes. 300 000 € globalement de déficit chaque année pour le magazine. Le constat a été rude, on a regardé, on a fait plus de 3 réformes, réorganisations structurelles, fonctionnelles, et malgré ce, subissant comme tout le monde la crise de la presse écrite, on a pris le constat qu'il fallait se rapprocher de Soldats du Feu magazine. Cette collaboration, elle est voulue. Ce n'est pas un acte manqué de se dire qu'on ne savait plus quoi faire comme démarche. Cette collaboration, elle est voulue avec Carlos Aglia. Cette collaboration, elle est voulue par Grégory. Cette collaboration, elle est voulue, en tout cas, par l'ensemble de l'équipe de la communication, car nous souhaitons faire passer nos messages par les bons vecteurs et arrêter de multiplier. Notre magazine essayait de parler du sapeur au colonel, au ministre, à tout le monde. Finalement, on ne parlait plus à personne. Donc, continuons maintenant. Au travers des outils de communication, parlons de manière ciblée et laissons la com pour les sapeurs-pompiers avec Carlo. Cette collaboration, elle évaluera tous les 3 ans. On a gardé notre magazine Anciens sapeurs-pompiers, que l'on gère en continu en direct, et les abonnements sont toujours gérés par les éditions. Le Tour de France. Le Tour de France est une de belles vitrines. Je tiens à remercier Éric Brocardi, qui est le nouveau directeur de la communication et de l'animation, salarié de la fédération. Il n'a pas voulu que je mette sa photo, mais tout le monde le connaît. Il est au fond, là-bas, vous pouvez vous retourner avec le masque et le t-shirt blanc et le pull blanc. C'est lui la cheville ouvrière également du Tour de France. Le Tour de France, c'est à la fois un moyen de véhiculer notre image, mais c'est un moyen dont on va se servir cette année pour aller au contact de l'ensemble des unions. Je tiens à remercier toutes les unions, encore une fois, qui accueillent notre caravane, mais aussi, surtout, cette année, on va venir avec vous pour décliner toutes les nouveautés à la fois du réseau, au titre de l'animation, mais pour être décliné également avec vous, chacune des unions, des outils de communication et valoriser la mise en œuvre des JSP, que ce soit dans le cadre de la venue du Tour de France, mais également de manière plus pérenne. Le Tour de France, c'est aussi le moyen de mettre en œuvre et de mettre en avant la relation avec tous les gens qui nous financent, toutes les personnes qui viennent, tous les partenaires des sapeurs-pompiers dans le cadre de notre caravane. On va, dès cette année, on voulait le faire cette année, mais malheureusement, on n'a pas pu prendre de partenaires extérieurs sur la caravane. On va pouvoir proposer à tous nos partenaires, comme le disaient Philippe et Christophe, 20% de nos recettes viennent des partenaires extérieurs. Cette année, si M. Renaudin veut venir sur la caravane, on pourra faire travailler notre club partenaire des Tours de France au travers de ce réseau. Jean-Paul en a parlé, c'est le Téléthon. Le Téléthon, je ne reviens pas sur tout ce qu'a dit Jean-Paul, mais simplement vous dire que le Téléthon, c'est une œuvre de solidarité, c'est une œuvre importante pour la générosité, c'est une œuvre de cohésion et d'animation de réseau, mais c'est aussi une belle œuvre de communication où notre président va pendant plus de 2 heures sur les plateaux télé, et c'est le moyen à la fois de faire du réseau, de faire de la communication, et c'est pour ça que le Téléthon est aussi important, et quelquefois on se pose la question pourquoi se motiver ce vendredi et ce samedi face au Téléthon. Certes, on va aider des gens, bien évidemment, et c'est important. On va aller animer ce réseau, animer nos sapeurs-pompiers volontaires, et en plus, derrière, on a une image qui est
inimaginable le 20h sur France 2 un samedi soir. À côté de ça, nous allons relancer une lettre actu pour vous informer sur la vue du réseau. Cette année, on souhaitait également relancer Flamèche. Pour ça, je vous disais qu'on faisait certes de la modernité, mais qu'on voulait reprendre, dans le cadre du congrès, ce petit journal papier que tout le monde aimait bien, et c'est ce qui nous a été remonté et que l'on va relancer. On va lancer également l'application La Caserne, une sorte de réseau social pour les sapeurs-pompiers, sur lequel on pourra mettre territoire engagé, sur lequel les chefs de centre pourront faire des questions, ou simplement tout le monde pourra dire « Tiens, ce matin, j'ai besoin de réparer ma voiture. Est-ce qu'il y a un garagiste dans le coin qui est sapeur-pompier volontaire ?» Ce nouveau réseau social sapeur-pompier est déjà en test dans nos départements et on va le lancer dès cette année. Philippe, tu l'as évoqué également, la réforme de Pégase. Eh bien, la direction de la communication du réseau sera à tes côtés dans le cadre de cette animation parce que le premier outil de communication, c'est justement d'avoir un journal d'adhérents sur lequel on pourra envoyer notre lettre actu à jour. Et donc, on sera à tes côtés pour promouvoir notre nouvel outil de gestion des adhérents. Être à vos côtés sur le terrain, c'est aussi vous expliquer la déclinaison de nos campagnes nationales. On a eu vigilance feu de forêt, vigilance montagne, vigilance noyade. Et c'est un peu cet ensemble de communication qu'on va venir décliner sur le terrain. Je vous laisse voir rapidement 10 secondes du clip Vigilance noyade. Vigilance noyade, des vies dépendent de votre regard. Apprenez, surveillez, sauvez. Voilà, notre objectif, c'est d'être sur le terrain avec vous, décliner des messages, décliner des clips comme ça que l'on va réaliser gratuitement. L'ensemble de ces clips ont été réalisés avec un réseau de sapeurs-pompiers, avec un réseau de SDIS qui nous ont permis de pouvoir bénéficier dans l'ensemble de ces images. L'objectif de la direction de la communication et de l'animation de réseau, c'est d'être votre communication aux amicales, aux unions départementales et de pouvoir promouvoir à tous ce qu'est la force des secours. Ce slogan, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, on essaye d'en parler en permanence. Il n'y a qu'une seule force des secours. Patrick Adjane l'a dit, la force des secours pour le secours à personne, c'est les sapeurs-pompiers. La force des secours, lorsqu'il y a la tempête Alex, c'est les sapeurs-pompiers. La force des secours pour le feu de forêt, ce sont les sapeurs-pompiers. Il n'y a qu'une seule force des secours en France. Beaucoup veulent nous comparer, beaucoup veulent se comparer à nous, mais il n'y en a qu'une. Et là, je vous laisse terminer avec le clip qu'on essaye de faire valider par nos autorités nationales, qui sera le clip national de la force des secours. Merci à tous. Rejoignez-la, pompier.fr. Merci Eric pour toutes ces actions de communication, puis un très joli clip qui, j'espère, va faire fureur sur le terrain. Grégory, mon cher président, j'arrive au bout de notre rapport moral de notre Assemblée générale et il te revient, en qualité de président, de clôturer cet AG et de la faire approuver. Merci Philippe. Vous avez vu ce clip, j'y reviendrai, mais il a été fait avec le ministère de l'Intérieur, il a été fait avec l'Assemblée des départements de France et avec l'Association des maires de France. Donc c'est la raison pour laquelle on a bon espoir qu'il paraisse par ailleurs et on y reviendra. Je ne vais pas citer l'ensemble des personnes qui sont ici, mais je tenais vraiment à vous remercier parce que toutes et tous, vous montrez l'attachement à la communauté des sapeurs-pompiers. Le terme communauté a été exploité. Je vais le faire nôtre pour dire que nous soyons dans une association agréée de sécurité civile, que nous soyons formisques, que nous soyons préfets, sous-préfets, que nous soyons sapeurs-pompiers, que nous soyons militaires, professionnels, volontaires, personnel administratif et technique,
que nous soyons PUD, président amical, que nous soyons salariés de notre réseau, nous sommes la communauté des secours, nous sommes la communauté des sapeurs-pompiers. Vous êtes la communauté. Et votre présence, c'est cet attachement à cette communauté. Merci pour votre présence. Merci à ceux qui nous regardent et qui sont en live derrière leur écran. Merci à vous. J'aurais dû prononcer une allocution devant Emmanuel Macron, président de la République. J'aurais dû, si le Covid ne nous avait pas empêchés d'échanger. Mais ce Covid ne va pas nous empêcher d'échanger et d'avoir les arbitrages. Les arbitrages, on les aura très rapidement, très prochainement. Je tenais à vous dire que nos autorités ne sont pas là non plus par défiance ou par manque de courage ou parce qu'ils n'ont pas eu d'arbitrage, non. Le ministre de l'Intérieur est engagé sur l'application de ce que le chef de l'État souhaite pour notre pays. Le président de la République est actuellement sur Bruxelles et il mettait un terme aux négociations européennes pour venir rejoindre notre Assemblée générale. Donc vous voyez tout l'intérêt qu'il portait et que la contrainte du Covid lui impose dorénavant. Cette crise du Covid nous oblige et exige. Elle nécessite dorénavant des besoins de la part de nos populations, un besoin de protection sur la pandémie, certes, mais un besoin de protection face aux menaces que nous subissons, qu'elles soient industrielles ou qu'elles soient naturelles. Cette crise du Covid met en exergue également ce besoin de souveraineté nationale avec notre tissu industriel parfois et la réponse que l'on doit apporter, mais européenne aussi, et elle exige de moderniser un certain nombre d'acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Un besoin de solidarité, et on a cessé de l'exprimer depuis ce matin, entre notre Assemblée générale de la Mutuelle, notre Assemblée générale de l'ODP, et de faire en sorte que les fractures, qu'elles soient sociales ou territoriales, soient gommées. Un besoin d'engagement. Il n'est pas nécessaire de vous le rappeler à chacun d'entre vous. Vous êtes engagés les uns les autres dans vos fonctions respectives. Mais ce besoin d'engagement est nécessaire pour lutter contre l'individualisme, pour lutter contre toutes ces aspérités sociales qui font front et qui font face actuellement. Et enfin, un besoin de résilience. Tout le monde la réclame, cette résilience. Tout le monde la souhaite. Mais quand nous donnerons-nous les moyens d'avoir une véritable politique de résilience de notre territoire, de notre pays? Cette crise du Covid était un vrai révélateur. Comme lorsque vous faites de la photographie et que vous vous mettez dans votre chambre noire, vous pensez avoir un résultat et au bout du bout, vous voyez ce qu'il en est. Nous étions très orgueilleux de nous dire que nous étions prêts à affronter toutes les pandémies. Avec orgueil, nous disions que nos structures étaient prêtes à affronter toutes les crises. Mais le Covid est passé par là et a révélé toutes nos faiblesses. Aujourd'hui, il s'agit de réfléchir à long terme, mais de prévoir longtemps en amont. C'est ce que j'appelle la préparation opérationnelle ou l'anticipation ou la planification. Il s'agit de préparer tout simplement l'avenir. Aujourd'hui, il s'agit également de privilégier nos territoires, une réponse territorialisée à l'échelle des départements qui ont fait front. Tous nos élus territoriaux étaient présents à nos côtés et nous étions avec eux. Maires, élus de SDIS, ils ont su nous donner les moyens pour affronter ces difficultés. Il faut saisir aussi les opportunités numériques. Et vous l'avez vu, toutes et tous, que ce soit nos jeunes sapeurs-pompiers, le lien avec nos anciens ou le maintien du réseau. Le numérique nous a permis de rester en contact et de poursuivre à construire. La sécurité civile est au cœur de ces enjeux, au cœur de ces enjeux que l'on doit affronter pour le XXIe siècle. Mais au cœur de la sécurité civile, ce sont 250 000 femmes et hommes, militaires, volontaires, professionnels, 250 000 sapeurs-pompiers qui font face chaque jour à la détresse. Patrick, tu l'as dit, nous étions et nous sommes soldats du feu. Mais dans le temps, nous sommes devenus soldats de la vie de nos territoires, avec 5 millions d'interventions. Plus de 4 millions sont dédiés au secours d'urgence aux personnes. Parallèlement, et vous l'avez tous dit,
Nous sommes tout le temps en première ligne, sans répit, pour faire face à l'incendie de Lubrizol, le séisme en Ardèche, depuis mars, la crise du Covid, la cathédrale de Nantes, la cathédrale de Paris, les feux de forêt. Alors on pourrait dire la Gironde, le sud de la France, mais si je vous disais le centre-Val de Loire, le nord de la France, la Nièvre, tous ces départements-là, avec la Bourgogne, sont touchés par les feux d'espace naturels. Et il y a quelques jours encore, les crues cévenols dans le Gard, l'Hérault. Et j'ai forcément une pensée pour celles et ceux qui ont été victimes de la tempête Alex, que ce soit dans l'ouest de la France et bien entendu dans les Alpes-Maritimes. Alors ce savoir-faire que nous développons au quotidien, nous l'exportons aussi. Tremblement de terre en Albanie, les méga-feux en Australie, le Liban, meurtri par la terrible explosion de Beyrouth. La communauté de la sécurité civile, je l'ai dit, ce sont nos moyens nationaux, ce sont nos élus départementaux, sans qui nous n'aurions pas pu construire ces SDIS, véritable force de frappe qui, au bout de 20 ans, constitue la vraie force des territoires. Et bien entendu, et je le dis puisqu'il est présent, ce sont aussi nos industriels, Régis Cousin et bien d'autres, qui défendent ce savoir-faire avec lesquels nous partageons et nous défendons notre industrie de sécurité civile. Ce savoir-faire qu'il faut préserver, ce savoir-faire qu'il faut défendre. Et nous serons là aussi pour faire valoir nos savoirs à vos côtés. Mais ce sont aussi les associations agréées de sécurité civile. Je t'ai cité tout à l'heure, Gilles. Le Conseil national de la protection civile a un enjeu, la défense de l'engagement, la défense du secourisme, la défense de nos savoirs et de nos compétences entre le bénévolat et l'engagement des sapeurs-pompiers. Cher Éric, tu étais en 2017, nous étions en 2017 au discours du président de la République à l'Élysée, où il évoquait l'importance de tous ces enjeux que la crise vient de nous révéler. Alors depuis, un travail étroit a été accompli avec l'ensemble de nos ministres. Bien entendu, il y a une volonté politique, mais qu'en est-il? Max, tu as raison, qu'en est-il? Lorsque la parole s'envole, parfois certains mettent du temps à réaliser ce que nous attendons depuis longtemps. Il disait, cher Éric Faure, le président de la République à l'Élysée, qu'il fallait déployer une nouvelle ambition de sécurité civile. Cette ambition de sécurité civile qui est dorénavant notre mandat à toutes et à tous. Il disait qu'il fallait déployer cette ambition de sécurité civile en France et en Europe. Mais il disait aussi qu'il fallait préserver et renforcer notre modèle de secours, fondé sur cet engagement que je citais. Alors nourrir cette ambition de sécurité civile en France et en Europe, c'est d'abord nous préparer à répondre aux enjeux du réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique qui va nous contraindre d'ici 2040 à affronter des feux régulièrement jusqu'en Île-de-France. Faire en sorte que notre territoire soit régulièrement soumis aux feux d'espace naturels. Et vous entendez, je ne parle pas de feux de forêt, je parle de feux d'espace naturels. C'est ce à quoi nous devons faire face et depuis 3 ans, c'est ce à quoi vous faites face. Il va falloir nous y préparer. Alors bien entendu, notre stratégie est efficace. 90% de nos feux ne dépassent pas 5 hectares actuellement. Mais qu'adviendra-t-il lorsque tous nos territoires seront concernés? Le COGIC, cette année, avec l'ensemble des zones de défense, ont su faire preuve d'anticipation, positionner des avions sur des pélicandromes qui n'avaient pas vu un avion de la sécurité civile, si ce n'est en entraînement. Mais là, c'était pour mission opérationnelle. Qu'en est-il des grands feux qui se passent également en Australie et aux États-Unis et au Brésil encore en ce moment? Pensons-nous qu'il y aura une ligne Maginot entre ces événements outre-Atlantique et notre territoire? Je n'en suis pas convaincu. Est-ce que notre pays est préparé à faire en sorte que le centre de la France, la forêt des Vosges, soit préparé, soit défendu avec les mêmes outils qui ont été développés dans les Landes de Gascogne ou dans le sud de la France, à proximité de la Méditerranée? Alors bien entendu, on nous parle de renouvellement et d'adaptation de nos flottes respectives. On nous dit
que l'on va compenser la perte accidentelle des 2 hélicoptères qui se sont crashés. On nous dit que l'on va déployer des systèmes modernes, avoir des avions qui renforcent notre flotte aérienne de la sécurité civile. Mais les dernières crises nous montrent qu'il faut non seulement les remplacer, mais il faut aussi les renforcer. Posons-nous la question de combien d'hélicoptères de la sécurité civile nous avions sur les derniers événements dans les Alpes-Maritimes. Posons-nous la question du nombre d'évacuations qu'il a été utile de faire. Posons-nous la question du nombre d'avions qu'il faudra lorsque tout le territoire national sera concerné par un épisode caniculaire et qui mettra à mal l'ensemble de la force des secours. Oui, c'est à cela que nous souhaitons réfléchir, oui, c'est à cela que nous souhaitons évoquer avec le président de la République. Sur les hélicoptères, vous savez, nous avons été quelques-uns à œuvrer pour qu'un hélicoptère ait une livrée bleu, blanc, rouge en Guyane. Dorénavant, il a été repeint. Il est redevenu sécurité civile. Ne serait-il pas heureux, dans un moment où finalement l'argent public est plutôt rare, d'avoir des hélicoptères bleu, blanc, rouge et d'arrêter la course entre la sécurité civile, la gendarmerie et les SAMU? Ne serait-il pas utile de travailler tous ensemble, que ce soit pour les hélicoptères d'ailleurs comme pour le reste? Une organisation nationale, certes, mais aussi européenne. Il faut que cette base de Nîmes-Garons soit un pôle d'excellence de la sécurité civile au plan européen. Alors non seulement pour les avions, mais un vrai pôle d'excellence où la culture du feu de forêt, la culture de la lutte contre les feux d'espace naturels soit développée, enrichie, et que l'on performe à nouveau, que l'on soit force de proposition et que nos savoirs soient exploités pour le meilleur d'entre nous et la protection de nos territoires. Cette modernisation de nos vecteurs aériens serait vaine sans une action forte auprès des moyens terrestres, sans une action qui permette des dotations exceptionnelles aux collectivités territoriales. Parce que oui, le plan de relance est là pour les collectivités. Est-il proposé aux SDIS de permettre justement des efforts en matière d'investissement? Est-il permis aux SDIS, dans ce cadre du plan de relance, de renforcer la féminisation des centres d'incendie de secours, de permettre justement d'acquérir des moyens supplémentaires pour renforcer les territoires lorsqu'ils en auront besoin? Est-il également possible, avec ce plan de relance, de développer des mesures et justement en faveur de l'écologie et en faveur du développement durable dans nos établissements publics? Nous souhaitons que des instructions soient faites auprès des préfets de région pour que justement le plan de relance bénéficie aussi à la sécurité civile, aux SDIS tout court. Le réchauffement climatique pose déjà plusieurs questions. La suffisance capacitaire de nos effectifs professionnels. Oui, votre fédération parle des professionnels. Mais la Fédération nationale n'est pas la Fédération nationale des sapeurs-pompiers volontaires, comme certains le disent. La Fédération nationale, c'est la Fédération nationale de tous les sapeurs-pompiers et des sapeurs-pompiers professionnels qu'elle défendra tout le temps. Mais il faut renforcer aussi et surtout le volontariat, parce que ce sont celles et ceux qui nous permettent effectivement de monter en puissance lorsqu'il le faut. Il faut pouvoir répondre à ce nouveau contrat opérationnel que les défis et les nouvelles crises nous imposent. Il faut pouvoir pérenniser cette solidarité nationale que l'on expose régulièrement grâce aux colonnes de renfort. Il faut renforcer la disponibilité de nos sapeurs-pompiers volontaires. Et je sais que vous entendez toutes et tous, ici ou dans les cabinets ministériels en m'écoutant. Nous demandons ce soir, ici, à Paris, que pour la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, il y ait la création d'une autorisation légale d'absence de 8 jours par an, à l'instar des réservistes opérationnels. Alors, est-ce que le livre blanc prochainement annoncé reprendra l'ensemble de nos dispositions que nous avons souvent évoquées? Et d'ailleurs, je tiens à le dire, ce livre blanc, je l'espère, pourrait retenir un certain nombre de propositions qu'a soutenues la Fédération. Et c'est la première fois que le ministère de l'Intérieur, sous la houlette du directeur général de la Sécurité civile, mais des ministres respectifs, sollicitait la Fédération nationale sur ce sujet. Qu'ils en soient remerciés. Au-delà du climat,
Cette ambition de sécurité civile doit nous conduire à améliorer notre capacité de réponse aux crises dans le domaine sanitaire. Très rapidement, je vous le dis, le Covid-19 devenait un vrai révélateur. Il devenait un révélateur pour montrer aux acteurs de la santé que seuls ils ne pouvaient pas répondre à tout, que seuls ils étaient parfois désarçonnés, désœuvrés. C'est vous qui êtes allé renforcer les SCRA 15. C'est vous qui avez régulé également en tant que médecin. C'est vous qui êtes allé armer les SAS Covid à l'entrée des centres hospitaliers. Ce sont les sapeurs-pompiers de France qui en ce moment testent les populations. Ce sont les sapeurs-pompiers de France qui ont parfois décontaminé, désinfecté certains locaux sensibles. Les sapeurs-pompiers de France, s'ils n'étaient pas là parfois, on se demanderait comment on pourrait induire notre résilience des territoires. Mais c'est la Covid-19 a montré à la santé effectivement qu'elle ne pouvait pas agir sans nous. Qu'adviendra-t-il demain lorsqu'il s'agira de prendre des décisions si la leçon a été retenue? Dès l'arrivée du virus, vous avez été aussi mobilisés dans les EHPAD, là où nous allions et là où beaucoup de monde fermait les yeux. Vous avez adapté toutes nos capacités, vous avez adapté vos process opérationnels dans un contexte qui était particulier. Il s'agit de rappeler qu'en mars, tout le monde avait peur d'y aller. Ce n'était pas des balles qu'on prenait, mais tout le monde avait peur d'y aller et vous y alliez. Les enseignements à tirer sont au nombre de 3. Tout à l'heure, Marc, qui est préoccupé par une crise dans son département actuellement, c'est peut-être la raison pour laquelle il s'est absenté. Et d'ailleurs, lorsque vous sortirez de la salle, vous apprendrez ce qui se passe dans le Val d'Oise. Il vous a dit que nous avons commencé déjà à faire bénéficier l'ensemble de la communauté de notre retour d'expérience. Premièrement, revisiter notre modèle de gestion de crise, plus d'anticipation, de planification et de coordination interministérielle. Pour être efficace, il faut un seul chef. Pour être efficace, il faut l'unicité de direction et de déclinaison des décisions. Alors pour nous, oui, nous en sommes convaincus. Le pilotage opérationnel des crises sur le territoire national doit clairement revenir au ministre de l'Intérieur et au préfet de département. Eux seuls sont en capacité de mobiliser l'ensemble des acteurs. Eux seuls sont capables de mettre autour d'une table l'ensemble des élus. Eux seuls sont capables de prendre en compte tous les aspects interministériels. Et enfin, d'adapter toutes les mesures nationales au contexte locaux si particulier parfois. Et je peux vous en parler. Deuxième enseignement, il faut une politique plus ambitieuse en faveur de la protection civile. Et vous m'avez entendu parler de protection civile. La DGSCGC doit avoir la capacité d'introduire un vrai continuum entre la préparation opérationnelle, la planification opérationnelle et la mise en œuvre sur le terrain. Ce continuum que le ministre de l'Intérieur souhaitait en 2011, le président de la République souhaitait, lorsqu'en 2011 il s'exprimait au sein de l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers. Cette direction générale, elle doit nous ressembler aussi. Cette direction générale doit permettre à celles et ceux qui gèrent la crise de la renforcer. Alors, sur ces points, on n'est pas tout le temps d'accord avec le directeur général et je sais que mes propos pourraient être interprétés. Ce n'est pas être catégoriel que de demander le fait que des sapeurs-pompiers, des officiers de sapeurs-pompiers puissent tenir des postes à responsabilité au sein de notre direction générale au même titre que la gendarmerie nationale et que la police nationale. Je n'ai pas un discours corpo lorsque je dis ça, j'ai simplement un discours de vérité, car je pense que celles et ceux qui ont l'estomac en cuir pour avoir commandé des opérations ont la capacité de proposer des stratégies et de la planification pour notre direction générale. Et ce n'est pas une lutte de statut. Ce n'est pas une lutte de statut. Ce n'est pas une lutte non plus à travers telle ou telle personne. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, on doit encore prendre le bâton de pèlerin pour travailler sur les emplois supérieurs de direction. On doit avoir notre acte 2 des emplois supérieurs de direction. Et je le dis aussi, défendre les emplois de direction, ce n'est pas défendre
je vais le dire. Je vous le dis souvent en catimini. Défendre les emplois de direction, ce n'est pas défendre les chapeaux à plumes. Défendre les emplois de direction, c'est défendre les sapeurs-pompiers. Je suis un chapeau à plumes. Et je le dis aux organisations syndicales. Lorsqu'on aura compris qu'il faut défendre tout le monde, lorsqu'on aura compris qu'on a besoin de têtes de file, lorsqu'on aura compris qu'il faut des chefs qui prennent des positions, on défendra les sapeurs-pompiers correctement. L'enjeu, il est de taille. L'enjeu, c'est l'ENSOSP. L'enjeu, c'est la gestion de nos cadres. L'enjeu, c'est la gestion de nos SDIS. Il nous faut des chefs. Il nous faut des gens qui commandent. Il nous faut des emplois supérieurs de direction qui donnent la capacité aux sapeurs-pompiers d'amorcer la sécurité civile du XXIe siècle. C'est que cela que nous demandons. Il faut revoir. Il faut revoir notre ENSOSP. Notre ENSOSP est en vraie difficulté. Sa gouvernance doit être revisitée. Son financement doit être remodelé. Nous avons su construire des modèles de SDIS efficaces, avec un État toujours présent au sein de nos conseils d'administration de SDIS. Nous avons su construire des SDIS qui ont pu permettre aux sapeurs-pompiers d'évoluer sur leur territoire. Essayons de nous inspirer de ce que l'on a construit au niveau départemental pour notre ENSOSP. Je sais là aussi qu'avec le directeur général, nous avons des points de vue parfois différents. Mais notre seule ambition, c'est d'arriver à un modèle qui permette à notre ENSOSP de gérer nos cadres d'emploi, de faire en sorte que pompiers volontaires et pompiers professionnels, nous soyons les meilleurs pour affronter les crises de demain. Dernier enseignement de notre crise sanitaire, c'est la refonte de notre système de santé. Développer la territorialisation de la coopération des acteurs. C'est un peu ce que le gouvernement a engagé avec le pacte Ma Santé 2022 et le Ségur de la santé. Mais cette transformation ne doit pas s'opérer sans angle mort, ne pas occulter ce qui se passe en amont de l'hôpital et de ses urgences. C'est un fait. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe sur les territoires. Il faudrait être aveugle pour ne pas comprendre que les sapeurs-pompiers sont les premiers acteurs de l'urgence préhospitalière. Mais cela, certains ne l'entendent pas, ou plutôt ne le voient pas. Cette politique publique, qui est fondée sur un principe de texte de près de 40 ans, la loi AMU de 86, qui fait en sorte qu'il faille toujours réguler, faire en sorte que notre pays est une exception mondiale, faire en sorte que ce dispositif de la loi de 86, qui était un très bon dispositif à l'époque, que l'on continue dans une société de la fin des années 80 à lui demander, ce dispositif, à gérer les urgences dans une société du XXIe siècle. Vieillissement de la population, réorganisation des hôpitaux, réorganisation des services d'incendie et de secours. Tout cela fait que nous n'avons pas la même société face à nous. Nous n'avons pas les mêmes enjeux de réponse. Et pour autant, certains, on les appelle des mandarins. J'ai beaucoup de respect pour les mandarins. Je ne les appellerai pas ainsi, donc. Je le dis, il faut peut-être ouvrir les yeux et comprendre que seuls, très souvent, vous assurez 95% des secours et des soins d'urgence aux personnes. Jusqu'à quand, simple effecteur des SAMU, pour combler les carences d'un système de santé, nous allons pouvoir maîtriser nos moyens? Jusqu'à quand nous aurons cette difficulté à faire comprendre à nos décideurs qu'il faut changer de braquet, changer de paradigme? En 2017, Éric, à l'Élysée, toujours, le président de la République avait deux objectifs sur cette thématique. Il voulait prendre le virage de la révolution numérique pour avoir un système unifié, plus opérant et beaucoup moins coûteux. Alors aujourd'hui, on a Nexis 1812 qui va permettre d'affronter la gestion des alertes et des opérations à l'orée de l'arrivée de la Coupe du monde de rugby, comme des Jeux olympiques en 2024. On a également les réseaux radio du futur. D'ailleurs, il va falloir changer de nom, parce que si c'est demain matin qu'on doit les mettre en œuvre, ce ne sont plus les réseaux radio du futur, ce sont les réseaux radio d'aujourd'hui. D'autre part, et c'était son deuxième objectif, il souhaitait faire en sorte que le numéro unique d'appel d'urgence
soit le 112, avec des plateformes uniques de réception des appels, réunissant gendarmes, policiers, SAMU, sapeurs-pompiers. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Véritablement, la parole politique a du mal à se faire entendre dans notre pays. Espérons que finalement on y arrive. Associations d'élus, de médecins urgentistes, de syndicats de médecins généralistes, près de 400 députés et nombre de sénateurs demandent comme nous la généralisation de ces centres départementaux d'appel d'urgence interservices avec les 112. Articulés avec le fameux SAS, le service d'accès aux soins, articulé avec ce numéro que tu as évoqué tout à l'heure, Patrick, le 116-117. 3 ans que nous attendons un arbitrage interministériel. Moi, je me dis, parfois, que si nos sapeurs-pompiers, face à la façade en feu, mettaient 3 ans à décider, il y aurait de nombreuses victimes dans notre pays. Pendant la crise du Covid, d'ailleurs, certains ont débranché les écrans tellement ils avaient honte du délai d'attente. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la presse. Ça devait être vrai, c'est la presse qui le dit. Dans 21 départements où les plateformes communes existent, où les 112 sont reçus par tout le monde, avec le 15 et le 18, il n'y a pas eu de délai d'attente parce que chacun se prêtait main forte. Dans les pays comme l'Allemagne, la Suède, l'Autriche, où le numéro d'appel non urgent cohabite avec le numéro d'urgence, il n'y a pas eu de difficulté à répondre à l'urgence. Il n'y a pas eu de difficulté pour apporter le conseil médical qu'attendaient les populations. En comparaison, lorsque nous étions à l'acmé de l'épidémie, à la capacité de l'épidémie à nous faire le plus mal, au plus haut de l'épidémie, des délais de 45 minutes étaient observés chez nous. Est-ce acceptable avec les efforts que nous devons faire pour répondre dans le meilleur temps pour un accident cardio-respiratoire, un accident cardiaque? Alors, je le dis aussi de manière très claire, et sachez que les propos que je dis, je répète, sont diffusés et enregistrés. On nous fait 2 griefs. À nous, sapeurs-pompiers, pauvres pomplards. Premièrement, on nous dit que ce serait très périlleux de confier à la population le fait de devoir choisir entre le 112 et un autre numéro, le 116-117. Parce qu'on augurerait des chances, parce que les gens ne savent pas faire le choix. À vrai dire, on vit dans un pays où il y a 60 millions d'imbéciles. On vit dans un pays où les gens ne sont pas capables de reconnaître l'urgence ou la non-urgence. On est dans un pays où on ne peut pas éduquer. Et le médecin généraliste, qui au quotidien, lorsqu'il ausculte quelqu'un, n'est pas capable de savoir si c'est urgent ou non urgent. Un sapeur-pompier n'est pas capable de savoir si c'est urgent ou non urgent. À croire que finalement, on vit dans un pays où on a beaucoup de travail à faire en termes d'éducation nationale, tout simplement. On nous fait un autre grief. On nous dit, vous ranimez une guerre blanc-rouge. Et je le dis encore une fois, je l'ai répété, nous l'avons dit à l'Assemblée nationale, Patrick, nous l'avons dit au Sénat, on ne remet pas en cause la qualité, on ne remet pas en cause l'expérience, le professionnalisme de nos collègues des SAMU. On travaille avec eux au quotidien. Ce que nous remettons en cause, c'est le schéma dans lequel nous sommes, ce ne sont pas les gens. Ce ne sont pas celles et ceux qui affrontent la difficulté en ce moment avec nos équipages. Oui, il y a peut-être quelques personnes qui sont là pour insuffler, influencer, et trop souvent d'ailleurs, et depuis trop longtemps probablement. Mais les SAMU, les collègues qui répondent les armes, on n'a rien contre eux. Tout simplement, on leur propose de bosser tous ensemble, de faire en sorte que d'une organisation archaïque, on passe à une organisation qui relève les défis de notre société et des difficultés qui poignent. Notre pays, visiblement, a besoin d'une décision en la matière. Nous essaierons de la défendre auprès du président de la République. Nous la défendons au quotidien auprès du ministre de l'Intérieur. Qui en est convaincu? Alors pour nous, vous l'avez compris, une seule solution lisible et efficace. Le 112 pour les appels urgents, le 116-117 pour les appels non urgents.
Cette décision, nous l'attendons, nous l'évoquerons, je l'ai dit, mais cela passera aussi par la loi. Et cette transformation passera forcément par la proposition de loi proposée par Fabien Matras et Morel Alissier. Ce groupe qu'ils ont copiloté pour permettre à plusieurs députés de travailler sur cette proposition de loi et faire en sorte que le 112 soit inscrit dans les textes très rapidement. Justement, c'est SAMU, cette relation que nous avons. Jusqu'à quand imposerons-nous d'intervenir dans des délais et avec des mêmes moyens, sans distinguer une mission urgente d'une mission non urgente? Quand devons-nous intervenir de manière urgente pour un transport de malades, un relevage de personnes? Ne pouvons-nous pas avoir le droit de temporiser pour ne pas dégarnir notre couverture opérationnelle? C'est tout cela que nous réclamons aussi auprès de notre ministère, pas du ministère de la Santé, parce qu'il s'agit aussi de devoir prendre nos propres responsabilités. Et en cela, il s'agit de consolider le positionnement de nos 3 SM, nos médecins-chefs, nos médecins tout court, l'ensemble des chefferies, l'ensemble de nos infirmiers, pharmaciens, vétérinaires ont permis pendant la crise du Covid de faire face, de produire du gel hydroalcoolique, de prendre des décisions, de former au prélèvement PCR. Ce sont nos médecins qui nous ont permis aussi d'accroître nos capacités opérationnelles. Je m'adresse aux directeurs départementaux et aux présidents de SDIS. On ne peut pas féliciter des personnels pendant une crise sanitaire et le lendemain matin penser à mutualiser la fonction de médecin-chef entre 2 départements. Il faut consolider nos chefferies, il faut consolider nos services de santé et de secours médical. Enfin, nous demandons l'enrichissement des capacités en matière de gestes techniques. Oui, nous avons la capacité, avec nos médecins, mais avec aussi nos formateurs, d'accroître nos compétences, nos savoirs, nos savoir-faire. Je prends toujours cet exemple. Il y a 20 ans, j'étais chef d'une caserne. Ça remonte. Le ministère de la Santé nous refusait la capacité d'avoir des défibrillateurs semi-automatiques dans nos ambulances parce que poser 3 électrodes, c'était un geste médical. Dorénavant, dans cette salle, il y en a. Tout un chacun peut l'utiliser. Combien de temps encore serons-nous empêchés de mobiliser nos technicités pour secourir les populations éloignées des services hospitaliers? Combien de temps encore pour que nous ne soyons pas reconnus comme de véritables techniciens du secours d'urgence? Est-ce que nous, sapeurs-pompiers, sommes moins compétents ou nous n'avons pas la même capacité que d'autres pour pouvoir secourir et pouvoir faire en sorte que nos territoires aient les secours d'urgence qu'il faut, parce qu'il n'y a pas de médecins partout, malheureusement. Cette ambition, elle serait vaine sans défendre, sans préserver le modèle de secours français. Le socle de ce modèle de secours français, c'est l'engagement des femmes et des hommes à son service. À l'époque, toujours à l'Élysée, le président de la République, en 2017, avait dit qu'il souhaitait faire en sorte que la République protège ses serviteurs. Alors une réaction ferme, en ce moment, se met en place face au développement des agressions. Elles ont triplé en 10 ans. Elles frappent chaque jour 9 sapeurs-pompiers. La ligne rouge a été franchie le 14 juillet dernier à Étampes, lorsque l'un d'entre nous a pris une balle. Merci, Monsieur le Président, d'avoir fait en sorte d'exprimer l'indignation de la communauté nationale et de décréter la tolérance zéro. Merci aussi au ministre de l'Intérieur qui, à peine arrivé, a demandé d'être intransigeant, de faire en sorte que les préfets se mobilisent et de porter plainte chaque fois qu'il s'agit de défendre l'un d'entre nous. C'est le ministre de l'Intérieur en personne qui dépose plainte aussi pour protéger les siens. Mais seulement, tout cela ne suffit pas. Il faut s'inspirer, et je tenais à remercier l'ensemble du réseau qui, à mon avis, s'est mobilisé, notamment Hervé Ténière et sa commission. Lorsque nous sommes allés devant la commission des lois au Sénat pour présenter notre rapport sur les agressions envers les sapeurs-pompiers, sachez qu'aujourd'hui, ce document qui existe, beaucoup s'en inspirent. Peu se rappellent d'où il arrive, mais ce n'est pas là l'important.
L'essentiel, c'est que ce document permette à l'Assemblée, au Sénat, à nos décideurs de s'inspirer de ce que vous avez imaginé pour mieux nous protéger. Faire en sorte que des peines soient prononcées effectivement de manière exemplaire et dissuasive, que notre justice soit plus rapide et ferme. Elle est de plus en plus. Mais tout cela doit s'accompagner aussi des centres départementaux d'appel d'urgence. Oui, le fameux 112, ce n'est pas uniquement pour une meilleure coordination des services de l'urgence en matière médicale, mais c'est aussi pour permettre une meilleure coordination des forces de secours, pour permettre de protéger l'ensemble de celles et ceux qui interviennent au quotidien, de déclencher le meilleur train de départ. Nos sapeurs-pompiers, comme le proposent les députés, doivent avoir la qualification également de personnes dépositaires de l'autorité publique, comme les maires. Lorsque un outrage leur est fait, cette qualification permet d'introduire des décisions pénales beaucoup plus lourdes, afin que celui qui a commis ne recommence plus. C'est ce que nous demandons également. Nous souhaitons aussi le vote conforme par l'Assemblée nationale de la loi adoptée par le Sénat en mars 2019 pour garantir l'anonymat aux sapeurs-pompiers et aux témoins d'agression de sapeurs-pompiers en cas de plainte. Le second champ d'action que souhaitait le président de la République en 2017, c'était la reconnaissance de l'engagement des sapeurs-pompiers professionnels. Alors oui, il y a eu la revalorisation qui n'est que justice de la prime de feu au mois d'août. Cette revalorisation, c'est la prise en compte de l'engagement, c'est la prise en compte de la dangerosité, c'est la prise en compte finalement du risque au quotidien pour nos sapeurs-pompiers professionnels. Mais il reste encore à franchir une étape, à faire en sorte que le financement de cette mesure puisse être soutenable, faire en sorte que les collectivités bénéficient de la suppression de la surcotisation pour pouvoir le financer, faire en sorte qu'aussi cette part salariale soit abandonnée, elle n'a plus de fondement. Cet aboutissement doit prendre jour avec le vote du projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2021. Le ministre de l'Intérieur y est sensible. Nous verrons si le président de la République peut accélérer et peut accéder à tout cela. Cette reconnaissance de l'engagement de nos sapeurs-pompiers professionnels doit se confirmer aussi si la réforme des retraites venait à voir le jour, avec l'intégration des primes dans l'assiette des cotisations, la reconnaissance de métiers pénibles, la préservation de la bonification d'une année de retraite toutes les 5 années de service. Elles doivent être aussi confortées par la portabilité des droits, le classement de tous les emplois de sapeurs-pompiers professionnels en catégorie active, comme nos collègues policiers, mais aussi le maintien des bonifications pour services aériens, sous-marins et subaquatiques. Car notre métier est dangereux. Le président de la République l'avait rappelé le 6 décembre dernier, lors des hommages à nos collègues Jean Garat, Michel Escalin et Norbert Savournin, décédés en service. Cette dangerosité ne se divise pas. Elle ne peut pas se prononcer au quotidien, malheureusement, lorsque nous faisons face au drame et lorsque nous partons à la retraite, s'abandonner tout simplement en paroles qui ont été lâchées. La loi du 3 juillet dernier, la troisième des priorités était effectivement d'impliquer plus largement nos Français dans la protection civile et faire du citoyen le premier acteur de la sécurité. C'est la loi du 3 juillet dernier qui a créé le statut de citoyen sauveteur. C'est un progrès, mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire en sorte de mobiliser, de continuer à mobiliser, que ce soit l'éducation nationale, de vous mobiliser pour faire en sorte que 80% de la population soit formée aux gestes qui sauvent. Nous restons pleinement mobilisés, certes, mais nous devons aussi faire progresser le nombre de bons samaritains pour continuer à nous accompagner au quotidien. Le quatrième axe du président de la République était de rénover les formes d'engagement, de rénover toutes les formes d'engagement. Les sections de JSP, et je tiens à remercier l'ensemble des animateurs. Les sections de JSP sont avec leurs 29 000 pensionnaires, une formidable école de la vie, de la citoyenneté, du savoir-faire de nos sapeurs-pompiers. Un magnifique lieu de brassage, d'ouverture, d'intégration pour nos jeunes. Toutes origines, toutes conditions sociales. Leur développement doit être encouragé. Comment?
Certainement en incitant financièrement à la création de sections dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Certainement aussi avec des mesures de reconnaissance, avec l'équivalence pour la mission d'intérêt général et la période d'engagement du service national universel. Et puis, nous demanderons au président de la République que nos jeunes sapeurs-pompiers défilent lors du 14 juillet. Oui, eux aussi, ils sont une belle image de la jeunesse. C'est notre jeunesse. Arrêtons de décrier notre jeunesse au journal de 20 h. Regardons celle qui va, celle qui relève des défis et mettons-la à l'honneur le 14 juillet lors de la fête nationale. Rénover les formes d'engagement, c'est aussi faire en sorte de défendre farouchement le volontariat, pilier de notre modèle de sécurité civile. Faire en sorte que ce volontariat ne soit ni du salariat, ni du bénévolat. Je ne reprends que ces termes lors de son propos de 2017. Il doit être vigoureusement défendu. Et là encore, je le dis à tous les sapeurs-pompiers professionnels, à toutes les organisations syndicales. Défendre le volontariat, ce n'est pas mettre à mal les professionnels. Défendre le volontariat, c'est faire en sorte que notre société soit résiliente. C'est faire en sorte que nous ayons des citoyens engagés pour renforcer nos effectifs. Il ne faut pas les mettre en concurrence. Sinon, dans un engin, lorsqu'on part faire une mission de secours, est-ce qu'il y aura un engin de volontaires, un engin de professionnels? Est-ce qu'il y aura des tenues différentes? Est-ce qu'il y aura des grades différents? Non, nous sommes les mêmes. Le sang qui coule chez un sapeur-pompier volontaire est le même que celui qui coule chez un sapeur-pompier professionnel. Arrêtez cette guerre inutile. Il faut défendre le volontariat, non seulement pour faire en sorte d'avoir un système résilient, mais surtout pour avoir ce niveau d'exigence par rapport aux défis à relever. Alors oui, nous attendons cette fameuse lettre de confort qui doit arriver et ce discours qui a été entamé avec l'Union européenne. Mais cela ne doit pas occulter ce sur quoi, Hugues, les uns et les autres, vous avez travaillé à faire en sorte d'avoir une directive européenne sur l'engagement citoyen et civique. Oui, nous avons besoin de cette directive qui protège nos citoyens désireux de s'engager de façon libre, désintéressée, au service d'une cause d'intérêt général, quel que soit le cadre juridique, qu'il soit incitatif et protecteur. Le gouvernement veut renforcer notre jeunesse, les valeurs de citoyenneté et d'engagement. Eh bien, qu'à cela ne tienne. La France aura la présidence de l'Union européenne début 2022. Nous lançons un défi, faire en sorte que nous soyons à la manœuvre pour avoir cette directive européenne et protéger tous nos sapeurs-pompiers volontaires. Pas seulement les 196 000 pompiers volontaires de France, mais aussi les 3,5 millions de sapeurs-pompiers volontaires européens. Ils attendent cet engagement. Sixième et dernier axe pour la préservation de nos modèles de sécurité civile. Ouvrir un nouveau cycle et déployer un plan innovant et ambitieux pour le volontariat. Le plan gouvernemental d'action pour les années 2019-2021 a été décliné sous l'égide du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, avec une présidente, Catherine Trondelet, qui s'excuse, mais qui a fait preuve vraiment d'énergie, de pugnacité. Elle a été aux côtés des sapeurs-pompiers de France tout le temps de sa présidence. Pour autant, les résultats concrets restent encore bien timides. Et j'entends dans les territoires l'agacement. J'entends dans les territoires les pieds trépignés. J'entends dans les territoires aussi rognés, ronchonnés. Oui, ça ne va pas assez vite. Nous en sommes conscients. Et si certains savent mieux faire, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Parce qu'il faut vraiment beaucoup d'énergie parfois. Et oui, les résultats sont timides. Les résultats sont timides, Max. Mais ce n'est pas faute d'œuvrer auprès de la direction des sapeurs-pompiers. À croire d'ailleurs que mon propos sur le renforcement de celle-ci est nécessaire compte tenu des avancées timides dont nous pouvons témoigner. Les témoignages de reconnaissance envers nos volontaires sont peu nombreux. Quelques médailles dans les ordres nationaux et ministériels. Là aussi, peut-être est-ce l'effet du réchauffement climatique. Ils ont fondu comme neige. Ils ont fondu comme neige ces reconnaissances à l'endroit des sapeurs-pompiers.
Alors, évitons collectivement des signaux négatifs à l'endroit des sapeurs-pompiers volontaires. Évitons de les exclure systématiquement des postes d'officiers ou ne serait-ce que du commandement de tout centre mixte. Comment vouloir rendre plus attractif l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires si on les empêche de prendre des responsabilités et qu'on les cantonne à des emplois de supplétifs? Oui, une politique est nécessaire pour le volontariat. Oui, une relance ferme est nécessaire. Il nous faut un appui de l'État à la campagne de communication et de recrutement dont vous avez vu le clip il y a quelques secondes. Oui, il nous faut un soutien de l'exécutif à la proposition de loi issue du groupe d'études co-présidé par Fabien Matras et Pierre Morel à l'huissier. Oui, ce texte a été co-signé par 400 députés sur 577. Ce n'est pas anodin. Le monde du volontariat, le monde des pompiers fait l'unanimité. Je remercie aussi les groupes d'opposition, Arnaud Viala, Valérie Rabault, André Chassaigne, pour leur esprit constructif, parce que nous espérons avoir l'unanimité sur ce texte. Alors, nous attendons du président de la République un double engagement sur le volontariat. Un examen au plus vite par l'Assemblée nationale et une adoption par le Parlement avant le terme de son quinquennat de cette loi. Sur le fond, un appui aux nombreuses mesures concrètes proposées pour favoriser, renforcer, protéger, notamment en matière sociale, et reconnaître cet engagement. Même si, bien entendu, des améliorations doivent encore être portées à ce texte, comme reconnaître nos formations dans le cadre de la formation professionnelle continue, étendre à toutes les opérations de secours l'attribution de la qualité de pupille de la nation aux enfants de sapeurs-pompiers tués en intervention, en complément évidemment de ce que fait notre œuvre des pupilles. Ou encore, créer un mécanisme universel d'exonération fiscale ou sociale pour les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires. Il faut remplacer les mécanismes existants. Ils sont trop complexes et insuffisamment incitatifs. L'accord du gouvernement est naturellement indispensable sur tous ces sujets. C'est ce que nous réclamerons au président de la République. Mais tous les yeux, toutes les oreilles, dans cette salle, dans toutes les casernes, dans tous les foyers, sont tendus vers la même attente. La disposition majeure de cette proposition de loi, c'est l'octroi de bonification de retraite après 10 ans d'engagement. Favoriser la fidélisation et reconnaître l'engagement. Le président de la République l'a lui-même évoqué à plusieurs reprises, dans l'Aveyron, me semble-t-il. Nous la demandons et nous l'espérons depuis 40 ans, jusqu'alors rendue impossible par la diversité de nos régimes de retraite. La création amorcée d'un régime universel pourrait lever cet obstacle et permettre de connaître, concrétiser ce grand projet social. Nous lui demanderons à ce que la solidarité nationale s'exprime envers les femmes et les hommes qui exercent cette forme d'engagement, nul autre pareil. Comme il est prévu, et oui, comme il est prévu qu'elle se déploie pour les sportifs de haut niveau et les volontaires du service civique. Nous attendons qu'à défaut d'aboutissement de cette réforme, Max, ce que nous défendrons, nous attendons qu'à défaut d'aboutissement de cette réforme, l'État soutienne la revalorisation de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance versée aux sapeurs-pompiers volontaires. Donc vous avez bien entendu deux dispositifs. Si nous revisitons notre régime de retraite, ce sera la proposition de loi Matras. Si jamais nous n'y avons pas droit, nous irons chercher une revalorisation de la NPFR. Les sapeurs-pompiers émanent de la nation. Ils dépendent pour leur gestion des collectivités territoriales. Cette hybridité, parfois trop complexe pour certains esprits cartésiens, est à la fois originale et est à la fois notre force. Cette même force qui se déploie côte à côte, professionnels, volontaires, militaires. Les sapeurs-pompiers agissent pour lutter contre le feu, sauver une vie ou en faire face à une catastrophe. Et faire qu'ensemble, vous toutes et vous tous, citoyens ordinaires, vous transcendiez et accomplissiez des choses extraordinaires. Vous êtes les héros du quotidien. Ancrés dans vos territoires, vous êtes l'essence même de nos missions régaliennes. Vous donnez du sens à cet engagement profondément républicain. Vous attendez donc de l'État et de son chef qui nous trace la voie,
qu'il fixe le cap d'une ambition modernisatrice et des mutations nécessaires pour préserver notre modèle de sécurité et permettre de répondre aux enjeux de notre époque. Alors, vous vous dites, il a dit tout ça, mais par quoi il va conclure? Il va conclure tout simplement que tout ce que je vous ai évoqué, nous le porterons fidèlement, loyalement, honnêtement, de manière engagée, avec Céline Guilbert et Max Roux, mercredi soir prochain à 18 h à l'Élysée. Vive les sapeurs-pompiers de France, vive la République, vive la France. Et comme nous sommes en Assemblée générale, je vous propose de la clôturer et vous remercie du fond du cœur pour votre présence. Merci et bon retour dans vos territoires. Merci beaucoup.